Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Six nouvelles entreprises et 8 groupes scolaires ont reçu les honneurs du 24e gala du défi Ose entreprendre de la MRC de Portneuf. Pour nous raconter leur histoire, on reçoit le couple Fanny Rouleau et Guillaume Landry de la Fermette La Joyeuse à Saint-Raymond. 5 femmes seront honorées lors de la 5e édition de l'événement pour femmes seulement qui se tiendra le vendredi 6 mai prochain. Pour nous en parler, on reçoit l'organisatrice et animatrice Marie-Élise Jouston et Julie Paré, une des femmes honorées pour sa détermination et son courage. 3 projets d'habitation sociaux et abordables reçoivent un coup de pouce du gouvernement pour faire face aux augmentations des coûts de construction. Nous avons les commentaires de 2 maires et un conseiller impliqués dans les projets. Débute cette semaine une série de 8 représentations de la pièce de théâtre interactive Où sont passés mes rêves de retraite, prévue dans 8 municipalités de Portneuf. Charles a rencontré les artisans du projet. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, la 6e vague de la COVID-19 au Québec est sur la voie d'être contrôlée et le pic derrière nous d'ici les 2 prochaines semaines, selon les plus récentes projections rapportées par le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau. Il a précisé que le variant BA2 est dominant au Québec et qu'il représente 5 à 10 % des cas de réinfection en un aussi court laps de temps que 2 mois. Parallèlement, les cas de grippe sont en croissance, ce qui fait dire au Dr Boileau et au médecin microbiologiste Jean Lontin qu'il est temps d'inscrire certaines habitudes dans les mœurs des Québécois. Québec dénombre d'ailleurs 23 nouveaux décès et 46 hospitalisations de moins. On compte 2326 personnes hospitalisées, dont 85 aux soins intensifs. C'est 7 de moins que la veille. Hausse de cas dans la capitale nationale avec 2482 personnes infectées, dont 149 dans Portneuf. C'est 10 de plus qu'hier et 161 dans Charlevoix. Les projets d'habitation, la coopérative de solidarité des Marais à Deschambault-Grondines, la résidence des Belles Marais à Neuville et le pavillon Chantejoie à Saint-Raymond se partagent une enveloppe supplémentaire de 9 447 000 $ du gouvernement du Québec pour la construction de 82 logements sociaux et abordables pour les aînés. Cette enveloppe permettra aux organisations à but non lucratif de faire face notamment aux augmentations des coûts de construction et des matériaux. Et selon le député Vincent Caron, les prévisions économiques ne semblent pas à la baisse dans ce secteur et d'autres financements pourraient être nécessaires. On l'écoute. L'état de situation qu'on a fait il y a quelques mois versus la photographie qu'on peut faire aujourd'hui démontre que les prix continuent toujours d'augmenter. Donc je ne dis pas, et ça fera l'objet bien entendu de négociations, mais je ne dis pas qu'il ne sera pas concevable de à nouveau vérifier comment on peut accompagner plus encore ces projets. Mais dans un premier temps, je trouve que cette aide de bonification de plus de 9 millions de dollars est très appréciée.
La coopérative de solidarité des Marais à Deschambault-Grondines reçoit une subvention additionnelle d'1 600 000 $ pour 17 logements destinés aux aînés en légère perte d'autonomie. Ce projet d'habitation, dont l'échéancier n'est pas encore déterminé, sera construit en plein cœur du village de Deschambault-Grondines, sur la rue Notre-Dame, à côté de la caserne des incendies. Cette aide supplémentaire porte le financement du gouvernement à quelque 3,3 millions sur une estimation de 4,5 millions. Ce projet bonifie l'offre d'hébergement aux aînés et s'inscrit parmi les autres outils que la municipalité peut développer, comme nous le dit le maire de Deschambault-Grondines, Patrick Bouillet. C'est une belle annonce aujourd'hui qui nous permet de concrétiser pour la municipalité de Deschambault-Grondines, comme pour les autres sans doute aussi, cette importance pour nous de diversifier l'offre d'hébergement pour nos aînés. On parle beaucoup de résidence ici présent, on parle de coopératives d'habitation, mais on a d'autres modèles d'hébergement. Il y a le maintien à domicile qui est très important, puis on a des organismes comme le Halo dans la région de Portneuf qui fait un excellent travail pour ceux et celles qui veulent rester à la maison le plus longtemps possible. On peut également zoner dans nos municipalités pour permettre des habitations bigénérationnelles. C'est aussi des possibilités, c'est des outils à notre disposition. Et puis enfin, on a également l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf qui gère un immense parc immobilier d'office municipal d'habitation qui permettent de servir aussi nos clientèles. Évidemment, on ne le souhaite pas, mais un jour ou l'autre, on peut se retrouver dans les CHSLD, mais quand on est là, on sait que c'est parce qu'on ne peut pas demeurer à domicile. Donc, il y a toutes sortes de solutions d'hébergement et l'annonce d'aujourd'hui va nous permettre de bonifier cette offre d'hébergement. La résidence des Belles-Marais à Neuville reçoit 2 784 000 $ supplémentaires pour 25 logements destinés aux aînés autonomes et en légère perte d'autonomie. Le conseiller à la ville, Simon Chihi, a salué l'aide apportée par le gouvernement et les gens de Neuville qui contribuent à sa réalisation. Ce projet-là est essentiel pour les gens de Neuville. Il est essentiel pour l'ensemble de la communauté parce que, dans le fond, ça va nous permettre d'avoir de nouveaux services, d'offrir le premier service d'hébergement de la ville de Neuville. Ça va permettre à l'ensemble de la population de s'approprier le lieu, donc de pouvoir venir cohabiter avec leurs aînés. Sans votre aide, le projet n'existerait pas. Puis sans l'ensemble des acteurs, je vois M. Soucy ici, qui est le président de l'OBNL, sans l'ensemble du travail que chacun des individus fait dans le projet, il ne verrait pas le jour, mais grâce à vous, il va voir le jour. Fait que je voulais juste vous remercier encore une fois, puis remercier l'ensemble des personnes qui ont pu contribuer au projet. Le projet est estimé à 8 millions de dollars et les subventions s'élèvent à près de 5 millions. La première pelletée de terre pour sa construction est prévue l'été prochain pour une livraison un an plus tard sur le bord du fleuve, donc sur la route 138 à Neuville. Et le pavillon Chantejoie à Saint-Raymond obtient 5 064 898 $ pour 40 logements pour aînés en légère perte d'autonomie. Ce projet, estimé à près de 12 millions, sera construit sur la rue Demers et l'aide gouvernementale atteint maintenant près de 8 millions. Le début de la construction est prévu au printemps 2023 pour une livraison début 2024. Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, a salué le travail des bénévoles qui travaillent au projet et qui permettra à des aînés bâtisseurs de Saint-Raymond d'habiter un logement convenable. Une phrase que M. Marcotte m'a dit à un moment donné, il dit, tu sais, Claude, il dit, pour les gens de 75 ans qui n'ont pas pu bénéficier, qui n'ont pas de bonne retraite, surtout souvent des femmes, je pense que c'est important qu'on les aide. Moi, je trouve ça, oui, c'est extrêmement important que ces gens-là puissent avoir des logements convenables. Au dernier budget du Québec, le 22 mars dernier, 247 millions supplémentaires ont été prévus pour permettre à des projets en habitation partout au Québec de pallier, entre autres, à la hausse des coûts de construction. Les entreprises, d'ailleurs, du secteur privé, les coopératives d'habitation et les offices d'habitation lancent un appel de projet. En fait, un projet est en cours jusqu'au 5 mai dans le cadre du nouveau programme d'habitation abordable Québec. Ce programme a été bonifié de 100 millions de dollars. 6 nouvelles entreprises et 8 groupes scolaires dans Portneuf ont reçu les honneurs le jeudi soir 21 avril lors du 24e gala du défi Ose entreprendre de la MRC de Portneuf. Au volet création d'entreprises, les récipiendaires sont l'Escale au lac, catégorie service aux individus, Métal Fast Track, catégorie exploitation, transformation et production, la Fermette la Joyeuse dans la catégorie bioalimentaire, le domaine Alliance dans la catégorie économie sociale, le domaine de
l'insolite a obtenu le coup de cœur du jury et le poulailler Portneuf s'est distingué dans le volet Faire affaire ensemble. Des bourses et des prix en service totalisant près de 7 000 $ ont été décernés à ces nouveaux entrepreneurs. Au volet scolaire, dans la catégorie primaire premier cycle, les groupes récompensés sont le projet En pleine conscience des livres de l'École Sainte-Marie et du Goéland à Saint-Alban, la boutique Dinasport aussi de l'École Sainte-Marie et du Goéland, Portneuf Tree Project de l'École primaire de la ville de Portneuf et le projet Recycler et tricoter de l'École Marguerite Jouville à Saint-Raymond. Le projet des activités du bonhomme de neige de l'École La Morelle à Saint-Ubalde a été récompensé dans la catégorie primaire deuxième cycle. Et dans la catégorie primaire troisième cycle, le projet des amuseurs albanois de l'École Sainte-Marie et du Goéland a reçu les honneurs. Finalement, dans la catégorie secondaire premier cycle, le magasin du monde chez Pépin 2022 de l'École secondaire de Donnacona s'est démarqué et le projet pour un horizon plus positif de l'École secondaire de Donnacona a été retenu dans la catégorie adaptation scolaire. Soulignons que ce 24e défi Ose entreprendre dans Portneuf se tenait sous la présidence d'honneur de Anne-Sophie et Catherine Paquette de l'entreprise Deux Sœurs et compagnie de Neuville. Et pour nous raconter leur histoire d'entrepreneurs, on reçoit le couple Fanny Rouleau et Guillaume Landry de la Fermette La Joyeuse à Saint-Raymond. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice ce soir en studio. Merci de nous recevoir. Bien, tout d'abord, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble comme couple? Ou... Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on forme un couple. Oui. Puis là, on a une petite fille de maintenant 15 mois. Oh, OK. Puis d'où vient ce projet, justement, de partir une fermette comme vous voulez partir? C'est né un peu dans le désir d'autosuffisance alimentaire. Puis à travers le processus, on a réalisé qu'on était peut-être capable d'offrir plus que qu'est-ce qu'on produisait pour nous-mêmes déjà. Puis je pense que c'est à travers ça qu'on a décidé d'agrandir les jardins que nous avions déjà, puis de vouloir faire des légumes pour tout le monde ici à Saint-Raymond. Okay. Parce qu'en fait, il y a 1 an et demi, on a acheté une fermette à Saint-Raymond. Donc, on était à Québec avant ça. Puis là, la propriété qu'on a achetée, en fait, il y a une fermette avec un immense terrain, une belle terre à bois, une érablière. Alors, on s'est dit, exploitons ça, puis rendons ça accessible au plus de personnes possible. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, on va essayer de le faire à plus grande échelle pour la saison 2023. Vous êtes installé où? Sur le rang à Gosford, okay. À Saint-Raymond, vers le lac Sept-Îles. OK. Mais est-ce que c'est votre monde, le monde agricole, ou est-ce que vous connaissez ce secteur-là d'activité? Pas particulièrement. On vient de mondes un peu différents. Moi, j'ai été menuisier de profession pendant presque 12 ans. Maintenant, j'ai décidé de quitter le domaine depuis le temps des fêtes pour venir joindre le commerce à mon père ici à Saint-Raymond d'élégance animale. OK. Puis moi, en fait, je suis kinésiologue. Je travaille en réadaptation cardiaque en temps normal. Mais en fait, la pandémie a un petit peu chamboulé nos plans. On s'est laissé porter un petit peu par ce qui venait à nous. Puis la fermette s'est présentée comme étant la suite logique et la suite normale des choses pour nous. Alors, c'est sûr qu'on a toujours eu un jardin dans notre vie, là, okay. Guillaume inclus. Guillaume, en fait, il le dit pas, mais c'est un chasseur, pêcheur, cueilleur. Okay, il y a ça dans le sang. Alors, on se lance là-dedans. On fait des cours aussi pour se perfectionner dans le domaine, étant donné qu'on ne vient pas de là. Bien, c'est ça. On suit la formation continue, la formation aussi universitaire, autant dans le domaine agricole que dans le domaine administratif, si on veut, étant donné que partir une entreprise touche beaucoup de volets, finalement. Ben oui. Alors, on essaie de s'outiller du mieux qu'on peut pour faire quelque chose de bien. Vous avez fait appel, justement, à la MRC de Portneuf pour votre plan d'affaires et tout? Oui, absolument. Okay. On a été avec la MRC de Portneuf. On s'est aussi encadré de personnes ressources auprès du MAPAC, aussi auprès de la financière agricole. Il y a beaucoup de programmes qui s'offrent pour la relève agricole, justement. Là, alors, on s'est entouré de personnes ressources pour nous aider là-dedans. Puis, voilà. Aussi, on est entouré d'agronomes puis d'agroéconomistes pour le volet financier, puis s'assurer que ça fait du sens aussi dans le futur. OK. Et vous, ces formations-là, vous suivez ça un peu partout? Est-ce que vous pouvez ça à distance, j'imagine? Ou c'est offert par la MRC? Non, pas. Non? Ben, dans le cas de Fanny, je sais qu'elle suit une formation à l'Université Laval
aussi. On s'est aussi inscrit à un cours en ligne donné par Jean-Martin Fortier, qui appelle un masterclass, pour vraiment nous outiller le mieux possible pour offrir des légumes de la plus grande qualité à tout le monde. Fait que pour le volet technique, puis moi, c'est un programme en agriculture biologique, puis un certificat en administration des affaires que je fais à temps partiel à distance. Ouais. Là, au moment où on se parle, où vous en êtes dans le projet, là? Là, on est en test. En fait, actuellement, on prépare notre saison 2022. Alors, on a un jardin qui va normalement nous permettre d'avoir des légumes pratiquement à l'année pour nous, notre famille, puis aussi possiblement 10 autres familles. C'est ce qu'on essaie cet été. Par contre, on ne prend pas de réservation. On va essayer de vendre ça par le bouche à oreille, par les gens qui vont venir à la ferme, parce que les gens sont les bienvenus à venir d'ailleurs à la fermette. Alors, si les gens veulent venir voir nos installations, venir chercher des légumes, des œufs frais, puis du sirop d'érable aussi qu'on va avoir fait, les gens sont les bienvenus là, à venir puis acheter sur place à notre kiosque à la ferme. C'est votre modèle d'affaires, en fait, c'est que vous voulez, oui, subvenir à vos propres besoins, mais vous voulez ouvrir ça à d'autres familles. Alors, vous permettre à d'autres familles de devenir vos clients réguliers? On veut offrir, à la partir de la saison 2023, des paniers de légumes hebdomadaires pendant un certain nombre de semaines déterminées. On aimerait ça aussi s'inscrire à des marchés publics dans le but d'aller offrir dans d'autres comtés de Port-Neuf aussi, ainsi qu'à Saint-Raymond même. Et puis c'est surtout ça qu'on vise. Possiblement des commerces aussi. Ça va aussi dépendre de la capacité de notre jardin dans sa production aussi. C'est pour ça qu'on se permet pas. On est en rodage cet été, fait que c'est pour ça qu'on va vraiment être plus en mesure d'évaluer la chose à la fin de l'été. OK. Qu'est-ce que vous voulez produire spécialement? Est-ce que des produits que vous souhaiteriez développer davantage? Ou, Pour l'instant, on vise une trentaine de variétés de légumes. Comme je disais tout à l'heure, on veut offrir aussi des œufs frais, du sirop d'érable qu'on produit aussi nous-mêmes. On aimerait ça aussi créer des collaborations avec d'autres producteurs de la région pour bonifier notre offre, autant en panier hebdomadaire qu'en kiosque direct à la ferme, puis en kiosque aussi à l'extérieur, comme le mentionnait Guillaume. Puis, pour ce qui est le volet alimentaire, ce qu'on vise à faire, en gros, c'est ça. Et est-ce que vous devez employer des gens ou comment vous voyez justement les opérations d'avenir? Pour l'instant, je me dis que vous travaillez les deux ou comment vous voyez ça? Pour le moment, ça nous fait des très grosses semaines. J'imagine. Oui, on se trouve à avoir 2 jobs chaque pratiquement. Puis, dans notre plan d'affaires, on aimerait engager de 2 à 3 personnes dans les années à venir pour nous aider à être capable de produire sur la totalité de nos terres. Mais pour le moment, c'est Fanny et moi, ainsi que des beaux-parents qu'on apprécie beaucoup. Et la famille. Et la famille, les amis, comme par exemple, on a une grande corvée cette fin de semaine où on invite nos amis, nos familles pour venir démarrer nos jardins. OK. Alors, pour la première année, disons, on compte beaucoup sur l'aide qu'on va avoir, mais sinon, on compte sur nous, surtout à temps partiel, pour faire ça. Quelle grandeur de jardin vous voulez exploiter pour commencer? Aussi, Pour cet été, on va avoir environ 3200 pieds carrés de jardin. Et puis, pour la saison 2023, on va environner les 18 à 20 000 pieds carrés de culture exploitable, si on peut dire comme ça. OK. Vous me parliez en dehors des zones, vous avez une serre aussi? Ou... Oui, on a une serre d'environ 500 pieds carrés qu'on sert pour prolonger nos saisons. On aimerait peut-être aussi rajouter des tunnels pour justement être capable de prolonger puis surtout bonifier notre offre en début de saison lorsque c'est où il y a toujours le plus d'engouement pour des légumes frais venant de proches. Là. OK. Est-ce que vous voulez chercher une certification quelconque biologique ou est-ce que ça fait partie de votre plan de match? C'est pas dans notre plan, étant donné qu'on vise à desservir les gens directement, donc sans intermédiaire d'épicerie ou de marché. En fait, on se fie sur le fait que les gens vont voir la manière qu'on produit nos légumes, vont voir qu'on n'utilise pas de produits de synthèse, puis qu'on produit les légumes d'une manière écologique et responsable. Alors, on ne pense pas que la certification biologique va avoir une certaine valeur ajoutée, étant donné qu'on va le faire d'emblée, puis les gens vont le réaliser finalement. Est-ce que vous songez peut-être à faire la transformation alimentaire un peu? Ou... On en a parlé un petit peu, mais c'est pas dans notre objectif court terme ni moyen terme nécessairement. Il y a beaucoup
disons, de certification à obtenir, puis de permis pour le faire. Là. Puis on ne s'est pas concentré sur cet aspect-là pour le moment. Qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment des légumes de qualité? C'est la qualité de la terre? Comment on peut déterminer que c'est une bonne qualité? Bien, ça commence tout dans le sol. Okay. De ce qu'on apprend de plus en plus aussi, d'avoir un sol vivant est vraiment la clé pour avoir un légume qui va être le plus nutritif possible. Ça va aussi nous permettre d'éliminer un bon nombre de risques pour ce qui est des parasites ainsi que pas des microbes, mais des pathogènes qu'il peut y avoir dans les environs. Mais vraiment de générer et de tenter de cultiver un sol le plus vivant possible, c'est vraiment là la clé pour avoir un jardin qui va être florissant au courant de l'été. Puis en fait, ça va au-delà de la qualité de légumes, en fait, ça va dans nos manières de faire de l'agriculture, en fait. On le fait d'une manière responsable, je le disais tout à l'heure, dans le sens où on essaie de minimiser les intrants de synthèse. Donc, on essaie d'utiliser, on a des poules pondeuses, par exemple. Donc, on va utiliser le fumier de poule, on va utiliser nos restants alimentaires pour faire du compostage, puis alimenter notre sol avec ça, finalement. Donc, de faire, en fait, un circuit fermé. C'est-à-dire qu'on essaie de se suffire à l'intérieur de la ferme. Un peu circulaire. Exactement, c'est ça. En utilisant le moins de combustible fossile. On n'a pas de tracteur, on utilise notre jus de bras, par exemple. Et peut-être en terminant, on va parler un peu du concours Ose entreprendre. Vous avez pris connaissance de ce concours-là et vous vous êtes engagé là-dedans aussi. Ça a été une bonne affaire, finalement? Exactement. Ben oui. Ça a été une très belle expérience. Autant d'y participer que la soirée, le gala a mené à de belles rencontres aussi. On a rencontré justement les propriétaires de la ferme des Deux Sœurs que vous mentionniez, qui étaient super. Ils ont été très heureuses de voir que justement il y avait une fermette à Saint-Raymond qui allait se mettre à produire des légumes parce qu'eux avaient déjà une offre chez eux qui exploitaient un peu ici à Saint-Raymond. Puis ils étaient plus que chaleureux à l'idée de voir qu'il y allait avoir une autre offre dans le comté, justement. Excellent. Et peut-être, juste avant, comment on fait pour vous rejoindre, les gens qui souhaitent aller vous rencontrer justement à la fermette, comment on fait? En fait, ce qui va nous faire le plus plaisir, c'est de vous voir sur place à la fermette. Donc, on disait tout à l'heure sur le rang Gosford. Alors, on monte le rang jusqu'au bout. On est l'avant-dernière propriété, alors en face de la tour d'Hydro. Donc, vous êtes les bienvenus à venir en tout temps, spécialement le dimanche ou le samedi, en fait, parce qu'on est tout le temps là à travailler sur le terrain. Avant, pas nécessairement. En fait, vous venez, puis vous venez visiter. Généralement, on va être là. Sinon, vous pourrez aussi nous voir sur les réseaux sociaux. On n'y est pas encore, mais c'est dans notre plan dans les prochaines semaines. Alors, sur Facebook et Instagram, ça sera la page La Joyeuse, en fait. Excellent. Alors, Fanny Rouleau et Guillaume Landry de la fermette Joyeuse à Saint-Raymond, merci beaucoup. Merci. Et bon succès dans votre entreprise. Merci à vous. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Marie-Élise Jouston et Julie Paré. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. À Saint-Alban, le ministère des Transports doit poursuivre la fermeture préventive du pont de la route Saint-Philippe au-dessus de la rivière Noire suite à un glissement de terrain important survenu à proximité de la structure le 14 avril dernier. Les automobilistes doivent emprunter un chemin de détour d'une longueur de 8,6 km via le rang Saint-Joseph-Est, la route Montembeau, le rang de l'Église Nord et la rue principale. La durée de la fermeture est toujours indéterminée. Les équipes du ministère évalue la situation en concertation avec la Ville de Saint-Alban et le ministère de la Sécurité publique.
La Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf et ses partenaires paramédics et pompiers du secteur ouest de Portneuf s'affairent à l'organisation d'une activité de prévention le jeudi 5 mai prochain visant la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et ou la drogue auprès des élèves de niveau secondaire 4 et 5 à l'école de Saint-Marc-des-Carrières. Par différentes méthodes, les participants pourront vivre et évaluer les risques de consommer avant de conduire une voiture. La Sûreté du Québec et les intervenants d'urgence souhaitent aussi rejoindre les élèves de niveau secondaire 4 et 5 des écoles de Saint-Raymond et de Donnacona. La MRC de Portneuf y participe financièrement. Les maires de la MRC de Portneuf ont adopté la semaine dernière une résolution demandant officiellement un support au ministère des Transports du Québec pour pallier au manque de mobilité sur la route 365 reliant Neuville et Rivière-à-Pierre et qui traverse Pont-Rouge et Saint-Raymond. Les maires demandent un plan d'action concret, un échéancier et une rencontre avec les représentants du ministère des Transports. Écoutons le préfet Bernard Gaudreault. L'objectif de la résolution vise d'abord à réitérer notre volonté à trouver des solutions concrètes d'un point de vue régional qui va nous permettre d'améliorer pour l'ensemble des citoyens et citoyennes et des usagers la mobilité du tronçon. Et considérant que ce tronçon relève de la juridiction du ministère des Transports du Québec, c'est de les interpeller de manière officielle afin que ces derniers puissent nous présenter avec un échéancier un plan d'action avec des actions concrètes qui va améliorer la situation que nous connaissons tous sur cet axe quand même névralgique au niveau de la MRC de Portneuf. Donc, si vous êtes d'accord, la résolution sera adoptée et transmise rapidement auprès des différents représentants du ministère des Transports du Québec et nous allons solliciter par la suite une rencontre avec ces derniers pour nous assurer d'établir un échéancier commun avec ces derniers. L'ex-maire de Saint-Léonard de Portneuf, Denis Langlois, s'est vu imposer une pénalité de 4 000 $ de la Commission municipale du Québec pour avoir commis un manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus. La Commission a rendu son jugement lundi dernier sur 3 manquements qui ont été déposés contre lui et le tribunal conclut que Denis Langlois a commis le manquement 1 en agissant de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions ses intérêts personnels. Le tribunal a rejeté les 2 autres manquements. M. Langlois a agi lorsqu'il a ordonné à la directrice générale de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal dans le but de favoriser ses intérêts personnels et ceux de la société Port Éden, dont il est l'actionnaire majoritaire. M. Langlois devra verser ce montant d'ici les 30 jours suivant le jugement à la municipalité de Saint-Léonard. Rappelons que le projet d'agrandissement de la porcherie de M. Langlois à Saint-Léonard avait suscité une bonne controverse parmi les citoyens et l'administration municipale et la MRC de Portneuf. Denis Langlois a subi la défaite lors de la dernière élection municipale face au maire actuel Achille Gladu. La MRC de la Jacques-Cartier a lancé le dernier volet de sa campagne de sensibilisation auprès des jeunes adultes sur les impacts de consommer du cannabis. Après un partenariat avec les maisons des jeunes du territoire, depuis les 2 dernières années, des affiches et des encarts sont maintenant installés aux 4 coins de la MRC dans le but de mieux informer et diriger les jeunes adultes aux différentes ressources d'aide dans la Jacques-Cartier. Cette campagne de sensibilisation sera aussi visible dans les édifices municipaux, les centres communautaires et les bibliothèques, en plus d'être diffusée sur les différentes plateformes de la MRC de la Jacques-Cartier. Rappelons que la consommation de cannabis acheté dans les établissements de la SQDC est légale pour les personnes de 21 ans et plus au Québec. La ville de Donnacona a confirmé sa participation à la 2e édition du défi Pissenlit, un appui tangible à l'apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs. Durant tout le mois de mai et dans bien d'autres municipalités aussi, la ville de Donnacona laissera pousser les pissenlits sur le terrain du service de sécurité incendie au coin des rues Notre-Dame et Marcoux. Le défi Pissenlit, lancé l'an dernier par le producteur Miel Éco de la ville de Portneuf, invite les gens à laisser pousser leur pelouse quelques jours voire même quelques semaines, au lieu de se dépêcher à la tondre afin de fournir un garde-manger aux pollinisateurs. Une affichette pour gazon confirme la participation au mouvement et des semences de fleurs sont proposées par le couple producteur de miel.
La Ville de Saint-Raymond se joint à l'organisme du bassin versant, la CAPSA, pour encourager l'analyse de l'eau des puits privés en offrant à ses citoyens propriétaires un prix avantageux pour obtenir une trousse d'analyse. Selon ses besoins, il est possible de réaliser une analyse microbiologique des métaux, des nitrites et nitrates et ou du pesticide glyphosate, glyphosate. Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 mai pour réserver leur trousse à la Ville de Saint-Raymond et jusqu'au 8 juillet pour remettre les analyses au laboratoire Environex. Les résultats seront communiqués confidentiellement par l'équipe de la CAPSA. Ce projet est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau de la CAPSA et plus particulièrement pour assurer à la population une eau potable de qualité et en quantité suffisante. Depuis l'arrivée de l'influenza aviaire au Québec le 1er avril dernier chez les oiseaux sauvages et le 12 avril dans un premier élevage de volailles en Estrie, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec demandent de surveiller attentivement l'état de santé de ces oiseaux d'élevage et de signaler les oiseaux sauvages que l'on pourrait retrouver morts ou malades. On demande aussi d'éviter d'approcher et de manipuler ces animaux en attendant les directives. La grippe aviaire est une menace importante pour la santé des oiseaux d'élevage et se retrouve dans les fientes et les sécrétions des oiseaux sauvages infectés. L'influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains. Elle affecte généralement les travailleurs en contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos. Les propriétaires d'une basse-cour ou d'un petit élevage d'oiseaux sont particulièrement visés par cet avis. 4 cadets de la Sûreté du Québec sillonneront les municipalités de la MRC de Portneuf au cours de l'été. Les cadets sont de futurs policiers ou policières en fin de formation. Essentiellement, le travail des cadets est d'assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, notamment dans les quartiers et les parcs, en plus de rencontrer les partenaires dont les services d'incendie, les ambulanciers et les organisations communautaires. La Sûreté du Québec prévoit embaucher près de 200 cadets pour une période de 10 semaines entre le 1er mai et le 30 août, avec une possibilité de prolongement jusqu'au 30 septembre pour certaines MRC ou villes. À Saint-Raymond, la 5e édition de l'événement pour femmes seulement se tiendra le vendredi 6 mai prochain au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Pour cette 5e édition et après une pause en 2020 et 2021, 5 femmes seront honorées pour leur détermination et leur courage suite à un accident grave survenu dans leur vie. Suzy Trudel, José Alain, Marjorie Quentin, France Trudel et Julie Paré témoigneront de leur vécu. Pour en savoir plus, d'ailleurs, on reçoit l'organisatrice et animatrice Marie-Élise Houston et une des étoiles, Julie Paré. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci de votre visite en studio. Merci de l'invitation. Marie-Élise, ça va... Oui, ça fait plaisir. Marie-Élise, ça fait un petit bout qu'on s'est vu, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, on reprend le boulot pour cet événement quand même. Ben oui, mais on a comme étiré pendant 2 ans les relations pour se dire ça va être l'année prochaine, ça va être l'année prochaine. Mais finalement, on n'attendra pas que ce soit au mois de mars en 2023. On s'est dit, aussitôt que c'est possible, on va tenir l'événement. Oui. Et justement, dans quel esprit vous avez pensé à offrir aux femmes, justement, cette année? Bien, disons que c'était après 4 années qu'on avait tenu l'événement pour femmes seulement avec de l'humour, avec un bon repas, avec plusieurs entreprises qui venaient offrir des produits et services, faire connaître leurs produits et services, des entreprises de femmes. C'est juste une soirée pour femmes. On s'est dit, pour la 5e édition, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Fait qu'on s'est dit, c'est sûr que si on regarde des standards de beauté de femmes, en vieillissant, on se dit, on a des rides, on a un surplus de poids, on n'est pas en forme, on vieillit, puis pour certaines, c'est plus triste que d'autres. Mais pour la 5e édition, on s'est dit, qui on pourrait honorer ou mettre de l'avant? Puis on a pensé à 5 femmes qui ont eu des accidents graves, justement, il y a quelques-unes, ça fait déjà 30 ans, mais qu'on voit, qu'on les rencontre à l'épicerie, sur le trottoir, elles sont encore rayonnantes, elles essaient de rester en forme, justement, parce qu'il ne faut pas figer non plus quand on a eu un accident comme ça. Il faut toujours faire de l'exercice et tout ça. Fait que je pense que c'est un exemple aussi à suivre pour celles qui se regardent vieillir puis qui se disent c'est épouvantable, mais finalement, on n'a absolument rien quand on regarde ces femmes-là qui
qui ont eu des souffrances, mais qui ont passé à travers beaucoup d'épreuves. Passé à travers, puis aussi de s'accepter physiquement aujourd'hui, d'avoir une vie de femme et de maman. C'est pas facile non plus. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Je vais raconter leur histoire. OK. En humour un peu, peut-être? Oui, okay, bien, c'est ça. Ouais. Il y a des moments où peut-être que c'était triste il y a 30 ans, mais il y a des choses qu'il faut amener avec humour aujourd'hui parce qu'il ne faut pas nécessairement apporter la lourdeur à ces événements-là, mais on s'en est sorti, on essaie de vivre avec tout ça. Puis, c'est vraiment de belles histoires aujourd'hui, puis c'est vraiment magique de les voir aujourd'hui. Et vous avez réussi quand même à trouver 5 personnes qui ont bien, je pense qu'on aurait trouvé plus que ça, oui, mais non. L'accueil a été bien. Bien, c'est-à-dire qu'on avait l'idée de 5 femmes parce que c'était la 5e année, mais je suis certaine qu'on aurait pu trouver 10 personnes facilement. Mais les 5 personnes, c'était des personnes que je connaissais parce que j'avais entendu parler de leur accident ou que je connaissais personnellement aussi. Mais on a tout entendu parler de leur vie, de leur accident. Bon, tout le monde jase un petit peu quand ils ont un accident, mais est-ce qu'on sait vraiment la vraie histoire et qu'est-ce qu'elles ont vécu? Puis c'est aussi, comme dans tout drame, c'est difficile pour des gens de les rencontrer et de dire comment ça va. Bien, comment ça va? Je veux dire, quand tu as plusieurs plaques, plusieurs opérations, greffe de peau, bien, je veux dire, est-ce que ça se pose vraiment comme question ou comment ça va aujourd'hui? Comment on peut les aborder aussi? Mais même après 25-30 ans, je veux dire, cette question-là se pose encore. Ou qu'est-ce qu'elles peuvent nous partager? Je pense qu'ils ont des belles leçons de vie à nous partager. Bien, sûrement. Et allons voir justement Julie. Julie Paré, vous avez accepté justement cette invitation. Comment vous avez pris ça personnellement quand on vous a demandé justement de témoigner de votre vie? Bien, sur le coup, j'ai dit hey, pourquoi moi? Mais c'est flatteur. C'est vraiment marquant. OK. Vous avez accepté quand même de témoigner de votre... de votre accident. Justement, parlez-nous un peu de votre histoire. Mais moi, c'était un accident d'automobile en 2005. Je partais de chez mes parents sur Notre-Dame. Je m'en allais chez moi à Saint-Léonard. Dans la courbe de la chambre de commerce, mon véhicule a dérapé. Il y avait un camion. Vous étiez en plein hiver, c'est ça? Oui. Oui, c'était le 12 mars. Puis il y avait eu une grosse tempête cette journée-là. Fait que... Je m'en retournais à la maison, puis c'est ça, mon véhicule a dérapé, puis il y avait un camion dans l'autre voie qui m'a frappé du côté droit de mon auto. Fait que ma tête a frappé dans la fenêtre, puis j'ai été 3 semaines dans le coma à l'Enfant Jésus. Ensuite de ça, j'ai été 8 mois au Centre Saint-Charon, à réapprendre, parler, marcher, manger. Tout reprend, en fait. Mais vous étiez seul dans votre voiture? Non, j'avais mes 2 garçons. Ah, vous aviez vos 2 garçons. Oui, vos 2 garçons étaient blessés quand même? Il y avait 3 ans et 6 ans à ce moment-là. OK. Mon plus vieux, il a eu un doigt cassé. Un doigt? Un doigt qui a resté pris entre leurs bancs d'auto. OK. Parce que l'auto, c'est comme coincé, là. Puis mon plus jeune, il a fait une légère commotion. Donc, ils sont demeurés conscients quand même. Oui. Vous vous êtes réveillé 3 semaines après. Oui. En fait... Que je me rappelais plus de rien. Bien, sûrement, parce que 3 semaines, c'est quand même assez important comme coma. Est-ce que ça peut déranger des choses ou pour vous, dans votre cas, vous n'avez pas eu de séquelles, en fait, du traumatisme coma? Mon côté droit est paralysé au complet. Ah, OK. Mon bras et ma jambe. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de fracture, tu me corrigeras, c'est ça? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de fracture, mais ça a été vraiment un coma qui a amené à... C'est l'hémiparésie, ça? Hémiplégie. Hémiplégie. Puis elle, c'est du côté droit. Oui. C'est ce qui fait en sorte qu'elle a dû réapprendre à parler, à manger, à marcher. Okay. Du côté, par rapport à Suzy Trudel, qui avait eu un accident aussi en motoneige, elle, c'est le côté gauche. Oui. Fait que dans le fond, c'est le bras, la jambe et tout ça. Mais dans le cas de Julie, il n'y avait pas de fracture. Fait qu'elle reste aujourd'hui avec une difficulté pour marcher. Elle doit marcher avec une canne. Il y a un bras qui ne fonctionne plus vraiment. Là. Non. Okay. C'est ça. Fait que c'est vraiment les difficultés à tous les jours. Puis comme elle me disait, elle dit, quand je me réveille le matin, c'est OK, je me réveille, oh yes, une autre belle journée qui commence. Fait que c'est ça. On apprécie la vie.
Oui, j'imagine. Quand vous êtes réveillé, justement, que vous avez pris connaissance de ce que vous venez de vivre, en fait, là, comment on prend ça? Bien, premièrement, je me rappelle pas. Non, mais après, justement, quand on se réveille, est-ce non. Je me rappelle pas du tout. Okay, non plus. J'ai été 8 mois au centre François-Charon, puis je m'en souviens pratiquement pas beaucoup. Ah, OK, quand même. C'est tout le réapprentissage, puis c'est la vie aussi qui continue pour les enfants, le conjoint, les visites et tout ça, puis continuer, la vie continue après aussi. Là, Parce qu'après ça, on sort de l'hôpital quand même. Est-ce que vous parlez d'autonomie? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes autonome? Moi, je dirais oui. OK, vous êtes quand même capable de faire à manger, vous êtes capable de faire vos affaires. Le principal, oui. Le principal, OK. Ou le minimum. Oui, le minimum, c'est ça. OK. C'est ça, ça prend quand même quelqu'un pour aider et tout ça. On a beaucoup d'aide, parents, famille, amis, sont toujours là pour nous. Est-ce que vous avez toujours eu une attitude positive et constructive, que vous allez revenir, que vous allez reprendre en main votre vie? Dans quel esprit, dans quelle attitude vous avez développé justement votre guérison, si on veut? Bien, moi, je vous dirais que je parle à mon nom, puis au nom des filles aussi, mais nos enfants ils ont été beaucoup là pour nous pousser, puis je dirais... Une source de motivation. Oui. Pour qu'il faut continuer. Il faut continuer parce que les enfants sont là aussi. Puis il reste que je pense qu'elles ont toutes vécu des moments difficiles aussi, parce que veut pas, après l'accident, on revient à la maison. Mais comme je prends un petit peu les exemples des autres aussi qui me disaient qu'elle est à l'hôpital, puis que finalement, qu'elle rappelle à la maison, puis qu'elle dit, ben là, faudrait que tu sortes du steak haché pour faire du pâté chinois, puis demande à une telle de t'aider, mais finalement, elle est prise à l'hôpital ou au centre François-Charon. Il faut qu'elle s'occupe d'elle-même. Je veux dire, la famille doit s'autogérer, puis elle doit s'occuper d'elle-même. Elle ne peut plus se soucier des autres, comme toute maman va faire. On se soucie que tout le monde ait tout ce qu'il faut, qu'ils ont à manger, que les devoirs sont faits et tout ça, mais il faut comme juste penser à nous. Puis il y a des moments difficiles aussi, je pense, de découragement, des moments aussi je dirais, d'un petit peu de dépression aussi. Je pense à France qui, elle, a vécu aussi un accident majeur, puis qu'elle a été seule à s'en sortir. Les autres étaient décédés. Fait que c'est sûr qu'elle avait une pression aussi de la population qui disent... Ben oui, mais t'es la miraculée, toi, t'es vivante. Mais je veux dire, elle avait des séquelles, des fractures, tout ça. Elle devait se guérir de ça, mais elle guérissait. Elle savait qu'elle s'en guérirait jamais. Elle restait avec des séquelles, mais c'est de pousser tout le temps la machine parce que tout le monde dit t'es chanceuse, toi. C'est ça. Fait que le regard de la société aussi, des fois, ça peut être difficile aussi. Là. Donc, vendredi prochain, le 6 mai, vous allez raconter votre histoire en même temps. Donc, c'est moi qui vais leur raconter. Okay. C'est ça, je vais reprendre leur histoire. Puis vous reprenez aussi dans l'après-midi, il y a des kiosques, en fait, là, au centre multifonctionnel? Exactement. Donc, la soirée, on dit la soirée pour femmes seulement, mais à partir de 16h, il y a 17 kiosques de femmes entrepreneurs qui ont soit des boutiques, des entreprises, qui sont massothérapeutes, qui vendent des produits et services Norwex, Tupperware, des esthéticiennes, santé active qui sera là aussi, une sexologue. Donc, tout ce qui peut être intéressant pour les femmes, qui s'adressent aux femmes vont être là. Fait qu'on va pouvoir faire la tournée. Vers 19h, 19h30, on aura notre souper avec notre traditionnel sushi et boucher, avec Sushi M. Cette année, on est avec aussi le traiteur Francine Lesage et le Mondial. Oui, OK. C'est ça. Et ça, j'imagine que c'est complet? C'est complet. On est 275 femmes. Ah, quand même, OK. C'est complet. Donc, avec nos femmes qui seront sur place, avec beaucoup d'amis et de femmes aussi qui ont besoin de partager aussi, parce que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus. Il y a aussi eu beaucoup de
comment on appelle ça? Féminicide, c'est difficile à dire, mais depuis 2 ans, avec la pandémie, disons que pour plusieurs femmes, je pense que c'est un besoin de se voir, de se parler, de se confier, pour certaines peut-être aussi. Les profits vont à la maison Mérapie d'hébergement pour femmes victimes de violences. Exactement. Alors, Marie-Élise Jouston et Julie Paré, merci beaucoup de cet entretien, puis on va vous souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles, et on parle de la pièce de théâtre interactive « Où sont passés mes rêves de retraite ». J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. J'espère qu'un jour mon destin se recroise ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Un conducteur de 21 ans de Shannon a été arrêté durant la nuit de mardi à mercredi dernier pour grand excès de vitesse sur l'autoroute Henri IV en direction nord dans le secteur Deschâtel. Il a été capté peu avant 2 heures alors qu'il filait à 164 km/h dans une zone de 100. Il a reçu un constat d'infraction de 1 246 $ assorti de 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. 5 hommes âgés entre 22 et 46 ans et une femme de 66 ans ont été arrêtés entre le 14 et le 18 avril pour avoir conduit leur véhicule avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise sur le territoire du centre de Pont-Rouge. 2 n'en étaient pas à leur première offense en la matière. Les arrestations ont eu lieu à Saint-Gilles, Saint-Apollinaire, Saint-Agapi, Pont-Rouge, Deschambault-Grondines et Saint-Raymond. Les propriétaires du casse-croûte Neuville, situé sur le bord de la route 138 et qui offre à l'arrière une vue panoramique sur le fleuve, sont victimes de leur succès, particulièrement depuis le début de la pandémie, et subissent de l'intimidation du voisinage en raison du fort achalandage et le peu d'espace de stationnement disponible. Les voitures se retrouvent sur l'accotement le long de la route 138 et les risques d'accidents sont augmentés pour les clients, le voisinage, les cyclistes et les piétons. Une réunion a eu lieu entre la ville, les propriétaires et des voisins à la fin du mois de mars dernier pour tenter de trouver des solutions à court terme pour assurer la sécurité. Les ministères des Transports du Québec et de la Sécurité publique ont aussi été interpellés pour émettre leur avis et proposer des pistes de solutions. La ville de Neuville a installé un afficheur de vitesse pour rappeler aux conducteurs la limite de 70 km/h dans ce secteur. Denis Bergeron et sa famille exploitent le casse-croûte Neuville depuis 5 ans. Lors du dernier conseil de ville du mois d'avril, M. Bergeron a porté ses doléances et a demandé au conseil de les aider dans cette démarche. La ville de Neuville agit comme médiateur dans cette histoire pour assurer la sécurité des citoyens. Le casse-croûte Neuville a débuté sa saison le 21 avril dernier et est ouvert du jeudi au dimanche. Nous y reviendrons. Le service de la sécurité publique et le service des travaux publics de la ville de Shannon effectuent actuellement une veille rigoureuse du niveau d'eau de la rivière Jacques-Cartier. Dans l'éventualité d'un débordement de la rivière, toutes les mesures seront prises par la ville afin d'offrir de l'assistance aux résidents qui seraient touchés par une éventuelle inondation. Selon l'état de la situation, des sacs de sable seront mis à la disposition des citoyens. Pour toute urgence, les personnes témoins d'une situation préoccupante en lien avec le niveau de la rivière Jacques-Cartier sont invités à composer le 911. Débute cette semaine une série de 8 représentations de la pièce de théâtre interactive Où sont passés mes rêves de retraite, prévue dans 8 municipalités de la MRC de Portneuf et ailleurs, et qui a pour but de démystifier l'intimidation et autres types de maltraitance aux aînés et leurs proches, tout en favorisant la concertation entre les intervenants qui œuvrent auprès d'eux. 4 sketchs joués par la troupe de théâtre de Cap-Santé d'une durée d'1h30 ont été présentés à Pont-Rouge ce mardi
mardi 26 avril, Neuville, Saint-Raymond, Saint-Basile et Saint-Marc les mercredis du mois de mai, ainsi que Donnacona, Ville de Portneuf et Cap-Santé au mois de juin. Ce projet est une réalisation de la table de concertation des aînés de Portneuf en collaboration avec les comédiens bénévoles et les membres de la table des organismes pour contrer la maltraitance envers les aînés de Portneuf. Charles Laviolette a rencontré justement les artisans de ce projet. On écoute sa capsule. Aujourd'hui, à la salle, à la Maison des bâtisseurs à Pont-Rouge, on faisait une pièce de théâtre où sont passés nos rêves de retraite. C'est une pièce de théâtre interactive qui parlait, qui mentionnait un petit peu sur la maltraitance, l'abus financier, mais toujours envers les aînés. Qu'est-ce que vivent un couple en vieillissant? Qu'est-ce que peuvent vivre les soucis, les tracas et tout? Fait qu'on abordait de façon loufoque, mais en même temps de façon très précise, très réaliste, ce qui se passe un petit peu ou ce que peuvent vivre les aînés face à la maltraitance, face au vieillissement, face à l'abus financier, puis à la perte de capacité. Maudit médicament. Pour moi, je prends pas à bonne dose. J'en ai parlé au pharmacien, là, naturopathe. Il m'a dit, si vous avez des problèmes avec votre médication, parlez-en à votre âme. Parlez-en à votre âme, ouais. J'en ai parlé à mon âme. Pour moi, elle passe en même longueur d'onde. Elle m'a envoyé sur le bas de toilette, ça n'a pas été long. Bon, mon nom, c'est André Trépanier. Je suis retraité. Et depuis 4 ans, j'avais arrêté de faire du théâtre. Puis j'ai fait beaucoup de théâtre amateur à Cap-Santé, à Deschambault, pendant une 20aine d'années. Puis là, bien, ça faisait 4 ans que je pouvais faire de théâtre. Je m'ennuyais un peu. Je me disais, avec mon hémiplégie, je pourrais plus toucher à ça. Puis je reçois un téléphone une bonne journée de Madame Walsh, Audrey Walsh, qui me dit « Monsieur Trépanier, je fais partie du CIUS, la capitale nationale, puis on m'a dit que vous avez déjà fait du théâtre. On aurait besoin d'un ou 2 comédiens pour jouer des petits sketchs interactifs avec, pour le CIUS de la capitale nationale et les CLSC de la région de Portneuf. » Là, je me dis « Mon Dieu, mais c'est en plein dans mes cordes, ça. Je pensais jamais qu'on me redemanderait pour faire du théâtre. » Alors, elle m'a envoyé le texte. Puis le texte, ça correspond à ma situation presque à 100 %. On ne voulait pas aller dans le dramatique à l'extrême parce que ces faits-là, le coup de poing sur la table, le haussement de ton, ça arrive malheureusement plus souvent qu'autrement. On a demandé ton aide pour certaines affaires, mais pas pour l'argent. Ben si vous ne signez pas, je vous aide pas, maudit merde! Hey, ça a donc bien l'air difficile de prendre une décision. Hey Jeff, là, tu me connais? C'est sûr qu'on voudrait justement que le message passe en disant on est au courant qu'il y a de la maltraitance, d'agir de cette façon-là n'aide en rien leur situation et en rien la situation des aînés également. Moi, je trouve que ce serait important que les gens en parlent puis qu'ils communiquent avec le CLSC pour de l'aide. Dans mon cas, j'ai demandé beaucoup d'aide au CLSC et j'en ai eu beaucoup. Je trouve que les gens sont vraiment disponibles puis sont corrects. Là. Ça fait partie du système de santé. On entend parler que ça va mal des fois dans les CHSLD, partout. Mais il y a des choses qui vont bien. C'est ce que j'ai constaté. Puis je serais déçu si ça n'avait pas aucune portée. Là, je souhaite que les gens aillent chez eux puis qu'ils pensent à ça, puis qu'ils téléphonent au CHSLD, au CLSC, qui demandent de l'aide s'ils ont besoin d'une infirmière pour venir à la maison. Moi, je l'ai demandé, je l'ai eu. Puis je suis content de passer le message aux autres. Tu sais, je me dis, au moins, là, j'ai un petit peu de talent pour le théâtre, disons ça, là. Puis je me sers de ça pour passer le message aux gens. Si les gens, les participants, repartent avec cette information-là, qu'ils savent qu'il y a de l'aide dans Portneuf, pour nous, c'est gagnant. Oh, je le sais, là, c'est pour ton bien qu'on veut demander de l'aide. Parce que, tu sais,
ça pourrait te redonner de l'autonomie un peu plus. Puis ça veut dire que peut-être que pour des jours, des semaines, des mois, à rester ensemble dans notre maison, c'est que tu as le choix. Ou bien c'est de l'aide, ou bien c'est perte d'autonomie, ou bien c'est moi qui y passe. Je n'imaginais pas que les gens étaient pour participer comme ça. On commence une partie du sketch, on installe je dirais pas le drame, mais le suspense. Là, les gens, on arrête. Il y a des intervenants, Caisse populaire, CLSC, qui posent des questions aux gens. Puis je pensais pas que les gens participeraient comme ça. Les gens levaient la main, me posaient des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'est déjà arrivé, j'en ai entendu parler. On sent que les gens sont un peu inquiets face à ça. Puis en ayant une pièce de théâtre comme ça, on repart, on continue la deuxième partie. Les gens embarquent encore plus. Juste par l'attitude des gens, je voyais dans la salle que les gens étaient intéressés. Puis là, il y avait hâte de voir le deuxième sketch, le troisième sketch, puis le quatrième sketch. T'sais, ils sentent qu'il y a comme un suivi là, qui les amène à répondre à leurs questions. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, la forme interactive comme ça. On avait 62 participants, puis on avait 10 intervenants aussi qui venaient des caisses, la caisse du centre de Portneuf, il y avait du comité VOSI, le HALO qui était présent, l'Association des proches aidants de la capitale nationale qui était présent aussi, l'OMHGP qui était présent. C'est vraiment tous des partenaires avec qui on travaille, puis c'était important pour nous que les intervenants soient présents pour répondre aux questions du public entre les sketchs. Des amis, des voisins, donc les professionnels sont aussi là pour répondre à vos questions. Non, le théâtre, ça a vraiment là, une bonne portée. Puis en sketch comme ça, je pense que c'est vraiment deux choses qui vont bien ensemble. C'était vraiment ce qu'il me fallait, là. Puis ça me fait du bien. Dans le fond, c'est une tournée de 8 représentations. On vient de faire notre première ici à Pont-Rouge. On poursuit le 4 mai prochain à Neuville. Et toutes les représentations se terminent à Cap-Santé le 15 juin. Ça, c'est pour la section Portneuf, mais cette pièce de théâtre-là est représentée, elle va être également représentée sur le territoire de la capitale nationale. Fait qu'au total, c'est 25 représentations de la pièce de théâtre Où sont passés mes rêves de retraite. Le but, c'est de sensibiliser les gens sur la maltraitance et le 15 juin, à chaque année, c'est la Journée internationale pour contrer la maltraitance envers les aînés. C'est dans ce cadre-là qu'on a refait cette pièce de théâtre. Ah oui, si les gens peuvent rester avec cette impression-là, qu'ils ne sont pas tout seuls, là, ça va être gagné. Débute cette fin de semaine, la semaine de la presse et des médias au Québec. Sous la gouverne de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, les activités commencent samedi et se dérouleront jusqu'au dimanche 8 mai. La programmation est disponible en ligne sur la page de la FPJQ et elle s'adresse autant aux professionnels des médias qu'au grand public. Des activités se tiendront également dans différentes régions du Québec et des formations seront offertes en collaboration avec le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information dans plusieurs écoles. La plupart des panels se dérouleront en visioconférence sur Zoom et certains sont aussi prévus en présentiel ou en mode hybride. Du côté de la FPJQ, section Québec, qui couvre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, en partenariat avec l'Assemblée nationale du Québec, une causerie grand public se tiendra sur le thème du journalisme de guerre, avec 2 reporters, un photojournaliste et un patron de presse ayant tous eu à couvrir une guerre et ses conséquences de près ou de loin. L'activité se tiendra le mardi soir 3 mai de 19h30 à 21h à l'Agora de l'Assemblée nationale au Parlement de Québec. Une réservation est recommandée, mais non obligatoire. Et le lendemain soir, mercredi 4 mai, un tête-à-tête médiatique est prévu dès 19h au Salon d'Edgar, sur la rue Saint-Vallier à Québec. Louise Boisvert de Radio-Canada, Mylène Moisan du Soleil, Stéphane Turcot de Sport TVA, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et Isabelle Porter du Devoir répondront aux questions du public sous la forme d'un speed dating.
Les administrateurs de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf tiendront leur assemblée générale annuelle le mardi 3 mai prochain à Shannon, au centre communautaire du chemin Gosford, à compter de 20 heures. Et rappelons que la ville de Saint-Raymond organise 2 événements ce dimanche après-midi 1er mai qui visent à amasser des fonds pour les réfugiés ukrainiens, dont le lancement de l'exposition de l'artiste d'origine polonaise Stanislas Stronikowski et une entrevue en direct avec le maire de la ville de Chełmno en Pologne. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec quelques images de l'environnement du casse-croûte Neuville. Alors, bonne semaine.